Mais force est de constater qu'aujourd'hui, la presse va mal. Boudée par les lecteurs, elle attise les convoitises, les appétits de gros industriels, notamment de la téléphonie mobile, qui la rachètent, non par esprit de mécénat, mais pour peser dans le débat public et modeler les consciences. Les journalistes, de moins en moins nombreux dans les rédactions, voient leur charge de travail s'alourdir, leurs conditions d'embauche précarisées et donc leur travail aussi se détériorer. Tout ceci ne crée pas les conditions pour que vive la liberté de la presse, étranglée économiquement, ni donc la liberté d'opinion, tant la pluralité de titres disponibles, d'opinions, de points de vue différents permet de se faire sa propre opinion. Donc, pour parler de ces thèmes-là aujourd'hui, nous accueillons donc de droite à gauche Jean-Emmanuel Dubois, qui est rédacteur en chef de l'Humanité, secrétaire des Amis de l'Humanité, dont le dernier ouvrage paru, qui est romancier aussi, son dernier ouvrage paru, c'est Rue de la République, qui parle de l'assaut, notamment à Saint-Denis, le 18 novembre 2015. Ensuite, nous avons Aude Lancelin, qui est agrégée de philosophie, qui a travaillé à Marianne, qui a été adjointe de l'Obs, dont elle a été licenciée par les actionnaires après que Claude Perpriel, l'actionnaire principal, lui ait reproché de publier des textes trop à gauche, soit selon lui antidémocratiques, et en fustigeant aussi son engagement à Nuit debout. Elle a publié un livre, La dérive des hommes médiatiques français, qui a obtenu le prix Renaudot en 2016. Ensuite, nous avons Jean-François Tealdi, qui a été pendant 37 ans journaliste et syndicaliste CGT à France Télévisions, qui a raconté dans son ouvrage, journaliste, syndicaliste, communiste, 37 ans d'un combat dans l'audiovisuel, sa carrière, mais aussi ses combats et ses déboires, parce que quand on est syndicaliste, même dans une entreprise publique, c'est pas forcément tous les jours facile. Et enfin, Laurent Mauduit, qui est cofondateur de Mediapart, qui est passé par de nombreux titres de presse, dont Le Monde et Libération, qui a publié de nombreux ouvrages d'ailleurs, dont l'an dernier Main basse sur l'information. Voilà, donc tous ces auteurs, évidemment, vous pouvez les retrouver ici avec leurs ouvrages. Mais j'aurais, voilà, pour commencer, pour vous, où en est le paysage médiatique aujourd'hui et comment, devant la défiance des Français devant ce paysage, vous réagissez? Je peux y aller. On est la puissance invitante, hein, l'Humanité, on est la fête de l'humain, mais je vais quand même prendre la parole. Je vais pas la tenir longtemps, hein, vous inquiétez pas. Le paysage actuel, moi, c'est ce que... J'ai une formule toute simple, et vous allez comprendre, surtout si vous êtes lecteur de l'Humanité, j'appelle le moment présent les habits neufs de l'aliénation. Alors, je voudrais juste... Laurent connaît l'histoire très très bien, puisqu'il a publié un livre absolument exceptionnel sur la question. Je voudrais juste rebrasser le paysage actuel, mais après... on parlera peut-être un tout petit peu de ce qui s'est produit depuis une petite génération. Ça a pris 3-4 ans au plus, 3-4 ans, peut-être 5, pour que le paysage médiatique change fondamentalement. Vous avez remarqué sans doute qu'il y a eu une volée de milliardaires qui a fondu sur les médias. C'est pas très nouveau cette histoire, on va pas se mentir, on va pas se dire que la tentative de mainmise du paysage médiatique au sens large, je ne parle pas que de la presse écrite, soit très neuve. C'est de tout temps que les grands patrons de l'industrie ou les grandes multinationales ont souhaité mettre la main sur les médias. Je parle de la France, on pourrait parler des autres pays. Mais quand même, là, depuis 3-4 ans, chacun a ramassé un quotidien, un hebdomadaire, une chaîne de télé, de nouveaux venus surtout, parce qu'il n'y a pas que Dassault dans l'histoire, ça date de très longtemps, mais de nouveaux venus ont surgi. Et, comment dire, sous les regards un peu sidérés, ils ont bâti un empire et des empires. Je dis des empires parce qu'on a l'impression, comme ça, vu de loin, même en étant observateur de la chose médiatique, qu'ils sont un peu segmentés. Mais en fait, c'est un empire. C'est un empire médiatique à visée hégémonique et de domination. Tous sont entrés dans ce secteur qui n'était pas le leur, il ne faut pas l'oublier, comme dans du beurre. Comme dans du beurre. Aude en parlera mieux que moi, évidemment, notamment sur ce sujet et leur méthode de domination. Et le plus étonnant dans cette histoire, c'est que les contre-pouvoirs se sont révélés quasi inexistants, ou en tous les cas inefficaces.
parlera évidemment plus tard de la question des pouvoirs publics. Je vais me permettre 2 minutes quand même pour rebrasser ce paysage. Parce qu'au terme de cette razzia, il y a quand même une photo de famille absolument hallucinante dans le paysage médiatique. Le paysage médiatique, c'est vous, hein. Ce qui compte, c'est pas l'émetteur, c'est le récepteur. Donc c'est vous. C'est vous qui réceptionnez les médias quotidiennement. Hein, on a lu notre Bourdieu il y a très longtemps. Vincent Bolloré, je cite pas Canal+, etc. Patrick Drahi, Libération, L'Express. Libération, L'Express, vous voyez comme ça sonne dans l'oreille, hein, pour les lecteurs attentifs. Berger, Miel Pigas, bon, Berger est mort, hein, Le Monde, l'Obs, etc. Serge Dassault, Bernard Arnault, Arnaud Lagardère, Martin Bouygues, je vais vite, hein, François Pinault, Bernard Tapie, d'ailleurs Laurent Mauduit aura des choses à dire, je pense, sur la Provence. Le Crédit Mutuel aussi, il ne faut pas oublier aussi, le Crédit Mutuel, vous voyez le nom mutuel, les mutualistes, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que le plus frappant dans cette histoire, et à l'humanité on le vit de manière à la fois extérieure mais totalement engagée, puisqu'on est partie prenante de tout ça, c'est qu'ils sont parvenus à anesthésier toute forme de résistance. Voilà, je voulais commencer par ça, pour rebrasser un peu le paysage global. Oui, bonjour. Évidemment, moi je ne peux être que d'accord avec le tableau que vient de dresser mon camarade. J'ajouterais que disons que depuis 2015, et ce n'est peut-être pas un hasard si tout ça se passe sous un quinquennat socialiste, celui de François Hollande, depuis 2015, on a vraiment assisté à une victoire par chaos du capital sur les médias. Bien sûr, ce n'était pas nouveau. Bien sûr, l'Empire Lagardère existait déjà. Bien sûr, Martin Bouygues avait déjà racheté TF1 sous un autre septennat socialiste d'ailleurs. Mais, si vous voulez, on n'en était pas arrivé à une situation où 90% de l'information est désormais gardiennée directement par le CAC 40. Par des grandes entreprises du CAC 40 qui, vous le constatez tous, notamment en ce moment avec l'affaire de la loi travail XXL, ces gens-là, quand leurs intérêts vitaux sont en jeu, quand le coût du travail est en jeu, quand le montant des dividendes est en jeu, ils tirent tous dans le même sens. La pluralité, le sentiment de pluralité qu'on peut avoir parfois disparaît totalement. À ce moment-là, que vous lisiez Le Figaro de Serge Dassault, que vous lisiez Les Échos de M. Arnaud, que vous lisiez L'Obs de M. Niel, que vous regardiez TF1 de M. Bouygues, tout le monde va dans le même sens. Et cette espèce de pluralité hypocrite qu'on vend aux gens, qu'on vend en public en leur disant mais enfin regardez, tous ces journaux n'ont pas la même ligne tout de même, regardez l'Express n'a pas la même ligne que le Figaro, etc. Eh bien, malheureusement, c'est totalement fallacieux et illusoire. Et dans la situation où nous sommes, il y a toutes sortes de sujets politiquement cruciaux. Je viens de prendre l'exemple de la loi au travail, j'aurais pu prendre celui de la question européenne, où tous ces gens-là vont dans le même sens. Donc, je n'ai pas à vous démontrer davantage à quel point ceci fait peser un risque démocratique sur nous tous. Ceci constitue une situation extrêmement malsaine face à laquelle il convient de s'armer intellectuellement parce que aussi bien chez les journalistes que dans le grand public, vous trouverez toujours des contre-arguments, vous trouverez toujours des gens pour venir vous dire mais ça ne se passe pas comme ça, mais les actionnaires n'interviennent pas directement, mais c'est plus compliqué, etc. Oui, sans doute, effectivement, M. Patrick Drahi ou M. Niel ne passent pas des coups de fil tous les jours pour connaître quelle sera la prochaine une de Libération du Monde. Mais ça se passe néanmoins, ça se passe de façon beaucoup plus insidieuse, notamment à travers la sélection des journalistes nommés, notamment à travers l'autocensure de toutes sortes de toute une corporation qui, il faut quand même que vous le sachiez, vit un petit peu en ce moment un chantage salarial, un chantage à l'emploi absolument dramatique et qui donc n'est pas en situation d'établir un rapport de force avec les directions. Je vais prendre un chiffre très concret.
qui va nous mettre tout de suite dans l'ambiance délicieuse d'ailleurs de la précarisation générale de la société et de la loi travail. On peut aujourd'hui être déclaré journaliste professionnel, c'est-à-dire recevoir une carte de presse simplement en déclarant un revenu moyen mensuel d'un demi-SMIC. Un demi-SMIC, voilà. Donc, en dépit de cet assouplissement des conditions d'obtention de la carte de presse, le nombre de cartes de presse recule en France pour la première fois de l'histoire de la carte de presse, depuis 2015. Donc il y a véritablement un champ de ruines dans le domaine des médias en France, dont des groupes toujours plus puissants profitent à plein. Donc quand on vous parle, quand on vient vous dire journaliste ou public, quand on vient vous dire mais enfin les journalistes se battent, ils font ce qu'ils veulent, là où ils sont, etc. Il y a des sociétés de rédacteurs, il y a des chartes éthiques, blabla. Moi je suis bien placée pour le savoir. Aussi mobilisés que puissent être les gens, ils n'ont pas de pouvoir face à des patrons pareils. C'est absolument impossible d'instaurer un rapport de force. Vous pouvez déclencher un mouvement social de 5 semaines, vous pouvez déclencher quelques jours de grève, vous n'obtenez rien parce que malheureusement derrière la porte il y a des bataillons de chômeurs, de journalistes chômeurs qui attendent et ces gens, et les journalistes le savent, et les patrons le savent et pendant ce temps nous laissons le milieu des médias, c'est-à-dire en fait notre alimentation intellectuelle, c'est-à-dire la fiabilité de l'information dont nous disposons pour juger politiquement du monde, nous le laissons entre les mains de ces gens-là. Donc si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, je vous passe la parole. C'est bien sûr qu'il faut prendre conscience. Merci, Laurent. Comme nous sommes d'accord avec Aude sur beaucoup de choses, je vais essayer de prolonger le débat pour peut-être identifier des points de réflexion entre nous. J'aimerais faire deux remarques. L'une sur le capitalisme de la presse et l'autre sur la gauche et la liberté de la presse. Le premier point, c'est le point qu'ont évoqué mes deux confrères. Point d'accord entre nous, nous vivons une période de régression démocratique historique. Si je dis ça, c'est quand on se souvient par exemple des conditions dans lesquelles la presse est placée à la Libération, il y a un moment de bouffée d'espérance démocratique en application du programme du Conseil national de la résistance. Vous vous souvenez de ce principe? Rétablir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance, c'est le mot-clé vis-à-vis des puissances financières. Toute la presse se forme, se reconstitue, se recrée à la Libération dans des conditions qui garantissent la liberté de la presse. Ça prend soit la forme de coopérative ouvrière, le Parisien libéré, le Dauphiné libéré. Le Dauphiné libéré qui a son fronton a le slogan « Une presse libre pour des hommes libres », ou ça prend la forme que Le Monde inventera, un journal propriété de ses journalistes, modèle que Libération copiera 20 ans plus tard à sa création. Et ce que nous vivons, c'est la petite nuance, mais elle est juste historique, c'est pas une sorte de récurrence, les capitalistes ont toujours la main sur la presse. Non, il y a eu depuis 2010 une formidable accélération, avec la constitution de très grands empires autour de Niel, Pigasse, Le Monde, l'Obs, autour de Drahi qui a une boulimie d'achat et autour de Bolloré, d'immenses empires qui posent des problèmes nouveaux parce que la presse est dans un basculement historique du papier vers le numérique. Et quand on voit ce que fait notamment Drahi sur le numérique, ça pose des questions démocratiques nouvelles, majeures. Donc c'est le constat sur lequel nous sommes d'accord. Régression démocratique parce qu'on a vécu une double normalisation économique. La presse, autrefois indépendante, a cessé de l'être. Et du coup, dans ces temps, comment dire, de désinhibition pour les puissances d'argent, comme elles peuvent tout acheter, elles pensent qu'elles peuvent tout se permettre. Et donc on a vécu, ce qui n'était pas le cas avant de manière aussi ostentatoire, violente, une vague de censure ou de violence éditoriale sans précédent, dont Aude est la victime à l'Obs.
licenciement pour motif politique. Je veux dire, elle était dans le groupe Le Monde, l'Obs. Moi, j'ai été au Monde pendant 13 ans. Imaginez qu'il puisse y avoir un licenciement pour motif politique. Je veux dire, c'est Beuve-Méry, le fondateur du Monde, qui se remue dans sa tombe. Bon. Censure à Canal+, dans l'Empire Bolloré et à iTélé. Je veux dire, une violence indigne. Et puis on peut continuer, mais j'y passerai des heures à vous faire la chronique des censures, ou pire que ça, des systèmes d'auto-censure, parce qu'on est dans un écosystème qui est terrible. Comment voulez-vous écrire librement, faire de l'enquête financière dans le principal quotidien économique français, quand il est la propriété du principal PDG français, Arnaud? Donc il n'y a pas de censure, ça ne se voit pas. Mais comme il est partout, comment voulez-vous dignement écrire? Ben non, il y a des sites. Allez vous étonner ensuite que dans la presse anglo-saxonne, même néolibérale, il y a une tradition d'enquête financière qui n'existait pas dans la presse française, parce qu'on est dans une presse style Second Empire. Ce sont les proches, ce sont les obligés du palais qui détiennent la presse, dans des logiques de connivence et pas dans des logiques industrielles. Et donc du coup, cette double normalisation économique et éditoriale doit nous amener à réfléchir au mode de résistance et aux réformes à défendre. Donc si tout à l'heure on débat des pistes de réforme, j'aurai beaucoup de ces pistes à vous suggérer dans le cadre d'une refondation ou révolution démocratique. Je trouve que sur la liberté de la presse, à l'heure du numérique, il y a beaucoup de pistes de réforme qui méritent une réflexion. Juste une seconde réflexion, et je serai beaucoup plus court. Je trouve que cette question de la liberté de la presse, qui est donc une question majeure, parce que le droit de savoir des citoyens est un droit fondamental dans une démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans des citoyens éclairés, il n'y a pas de citoyens éclairés sans une presse libre et indépendante. Donc c'est une question majeure. Haïr la presse, c'est haïr la démocratie. Et si je dis ça, c'est que ce débat, me semble-t-il, ne concerne pas que les capitalistes de la presse. C'est un débat qui concerne aussi la gauche. Parce que, vous le savez comme moi, à gauche, certains vitupères ne se livrent pas à la critique des médias. Il y a une sorte de violence contre la presse. Si je dis ça, c'est que ce débat a parcouru tous les débats à gauche. Sous la Révolution française, Camille Desmoulins dit de la presse, c'est la sentinelle de la démocratie, et il va progressivement se heurter à Robespierre. Époque plus récente, il y a des très beaux textes de Rosa Luxembourg qui se heurtent respectueusement, mais vivement à ses camarades Lénine et Trotsky sur la liberté de la presse. La liberté de la presse, c'est la liberté de ceux qui ne pensent pas comme vous. Et si je dis ça, c'est que je le dis précisément, il y a des agressions contre la presse de Mélenchon qui, moi, m'insupportent. Je pense que la liberté de la presse implique, de la part des responsables publics, une pédagogie de la liberté. Pédagogie donc de l'indépendance de la presse. La presse, c'est y compris pour apporter des mauvaises nouvelles, y compris qui peuvent vous faire réfléchir parce qu'elles concernent votre propre camp. Donc je le dis, c'est que moi j'ai envie de pouvoir enquêter librement et de donner à réfléchir, même si parfois mes lecteurs peuvent être hérissés sur le Venezuela, sur la Syrie, sur Poutine, y compris vous donner matière à réfléchir et à débattre sur des faits. Le problème de la presse, son ambition, me semble-t-il démocratique, c'est de fournir aux citoyens des faits pour leur permettre de réfléchir. Voilà, donc je trouve qu'il y a beaucoup de débats en ces temps un peu austères. Merci Laurent de m'avoir tendu la perche, parce que j'avais l'intention de commencer pour remercier Lima de l'intitulé de cet atelier, qui me va très bien, m'allait beaucoup moins bien l'intitulé d'un autre atelier dans une université d'été qui s'est tenue à Marseille avec un mouvement de la gauche dégagiste et qui s'intitulait « Faut-il dégager les médias ?» Et je partage tout à fait ce que dit Laurent, on n'est pas là pour dégager les médias, on est là pour essayer de les démocratiser, c'est beaucoup plus difficile, mais en tout cas c'est beaucoup plus efficace. On est quand même dans une situation, pour revenir à la question initiale de Caroline, où c'est un paysage de la presse particulier. Aude le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de tuyaux, mais on retrouve à peu près les mêmes choses à l'intérieur. On est quand même dans un pays où la presse aujourd'hui est détenue en grande partie, d'une part par les banques, et les copains de la FIPAC CGT viennent de nous annoncer, là, juste au début de ce débat, que le Crédit Mutuel, qui détient les dernières nouvelles d'Alsace, etc., va fermer son imprimerie avec 70 suppressions d'emplois à la clé.
Et puis on est dans un pays aussi où 5 des plus grandes fortunes de France détiennent les médias. Aude le disait tout à l'heure, Arnaud, Pinault, mais il y a Dassault, Drahi, Bolloré, Bouygues. Et la particularité aussi de ce pays, que ce sont des groupes qui vivent des commandes de l'État, que ce soit dans l'immobilier pour Bouygues ou dans l'armement pour Dassault, qui détiennent des médias. C'est une spécificité française malheureuse d'ailleurs. Et malheureusement, malgré ce que nous avions essayé de faire comprendre dans l'atelier thématique du Front de Gauche et l'atelier média que j'animais, on avait bien essayé de convaincre Hollande qu'il fallait une loi qui interdise à des entreprises suivant des commandes de l'État et à des grands groupes industriels de posséder des médias. Bien entendu, comme pour les autres promesses, Hollande n'a rien tenu. Et pourtant, ça fait, on a déposé avec Marie-Georges Buffet et les parlementaires Front de Gauche à l'Assemblée en 2012 une loi qui justement interdirait à ces groupes vivant des commandes de l'État de posséder des médias. Cette loi n'a jamais été portée à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est pas grave, on va continuer. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on nous annonce avec Macron? Dans son programme, il ne disait pas grand-chose sur les médias. Il y a 6 petits paragraphes, mais il y en a un qui est particulièrement évocateur. Macron disait « La présence d'actionnaires industriels et financiers au capital des groupes de presse est une réponse aux difficultés économiques de la presse. » Eh bien non. Non, malheureusement non, mais ça montre bien qu'y compris dans le domaine des médias comme dans tous les autres domaines, Macron est bien de droite et de droite. Donc voilà, moi je ne veux pas être plus long sur cette introduction, juste pour dire aussi, parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion d'y revenir, que pour l'audiovisuel public et mon ancien groupe France Télévisions, le programme de Macron est très inquiétant, puisque également, dans ces 6 petits paragraphes, il annonçait qu'il fallait concentrer les moyens des chaînes publiques sur un plus petit nombre de chaînes publiques. France Télévisions va faire l'objet d'un plan social, puisque son budget est encore amputé cette année. Et dans le domaine de la radio, Macron prévoit de regrouper France Musique et France Culture. Donc voilà, je pense que ce paysage n'est pas réjouissant. Et pour conclure, j'avais choisi, pour rappeler qu'il y a peut-être d'autres solutions, j'ai mis le t-shirt que mes camarades de Nice Matin ont porté pendant 1 an et demi lorsqu'Ersan voulait vendre Nice Matin à la découpe. Ils se sont battus pendant 1 an et demi avec le soutien des conseillers régionaux en Provence-Alpes-Côte d'Azur du Front de Gauche, avec le soutien des lecteurs, une immense campagne de solidarité qui a abouti à sauver le journal de la vente à la découpe, qui a créé une société coopérative, une SIC. Alors malheureusement aujourd'hui, ils ont été obligés de s'adosser à un groupe belge pour continuer à pérenniser le journal. Mais comme quoi, en dehors, contrairement à ce que dit M. Macron, des grands groupes industriels et financiers, il y a possibilité, avec les SCOP, avec l'économie sociale et solidaire, peut-être, effectivement, de réussir des journaux qui soient plus en phase avec ce qu'attendent les lecteurs. Alors, on est effectivement dans un drôle de paradoxe, puisque d'un côté, on se retrouve avec des conflits, comme le disait tout à l'heure Aude, qui peuvent être parfois très durs et très longs, comme il y a pu avoir à ITV. De l'autre côté aussi, comme le disait Laurent, on se retrouve avec une classe politique qui n'a pas vraiment la défense du pluralisme en tête. Enfin, on a vécu une campagne présidentielle assez horrible, toutes étiquettes politiques confondues sur les médias, avec même des journalistes molestés dans des meetings, voilà. Ce qui est quand même un problème, puisque les journalistes sont là aussi pour demander des comptes aux hommes et aux femmes politiques, et ils sont un médiateur entre les hommes et les femmes politiques. Par ailleurs, on a effectivement ces journaux qui sont détenus par ces journaux et ces médias qui sont détenus par des grands groupes. On n'a plus de journaux papier, en tout cas quotidiens, qui se sont formés depuis des années. Sur Internet, les modèles économiques viables, en fait aujourd'hui c'est Mediapart, mais ça s'arrête un peu à Mediapart aussi.
Donc moi j'aurais tendance à vous demander qu'est-ce qu'on peut faire en face de tout ça? Qu'est-ce que le citoyen peut faire? Parce que le citoyen a besoin d'informations. Qu'est-ce que le journaliste peut faire? Qu'est-ce que nous, qui sommes des gens conscients dans nos médias respectifs, pouvons faire? Puisque c'est le public de la fête de l'humanité, ici, j'ai pas trop à vous convaincre que la bataille pour le pluralisme n'est plus seulement une bataille pour le pluralisme, mais comme l'a dit Laurent tout à l'heure, une bataille pour la démocratie. Je vais me permettre, pour répondre à la question à la fois politique et puis surtout que faire, et puisque le directeur de l'humanité n'est pas dans les parages, je vais vous permettre de vous raconter très brièvement, encore une fois, je ne veux pas monopoliser la parole parce qu'on est encore une fois la puissance invitante, mais je vais vous raconter les coulisses de l'exploit de l'humanité depuis 1 an et demi, pas depuis 15 ans. Moi, ça fait 31 ans que je suis dans le journal de Jaurès, que je travaille dans le journal de Jaurès, ça fait 31 ans que j'entends dire tous les 2 ans, tous les plans triennaux ne passeront pas, qu'on va fermer l'année prochaine, bref. Mais là, la situation, prenez-en conscience, la situation est la plus grave de notre histoire. Voilà. Tout ça pour vous dire que, pour vous raconter les coulisses de l'exploit, donc il y a eu un grand appel du directeur de l'humanité, Patrick Le Guirec, il y a 1 an et demi, pour dire que non seulement nous étions étranglés financièrement, mais que nous allions mourir. Nous ne sommes pas encore morts. Regardez, il y a même une fête de l'humain, Dieu merci, même si Dieu n'a rien à voir là-dedans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a donc tenté de faire Patrick Le Guirec depuis 1 an et demi? Eh bien, à l'époque, il y avait un certain ministre de l'économie. Ça vous dit quelque chose, hein, Emmanuel Macron? Il est devenu président depuis. Il a essayé de renégocier des crédits bancaires, il a essayé de négocier avec Bercy pour que les aides à la presse ne continuent pas de baisser, etc., etc., etc. Et que s'est-il produit? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement face au directeur de l'humanité, l'héritier de Jean Jaurès? Eh bien, Emmanuel Macron lui-même a fait valoir la chose assez simple et qui en dit long sur le contexte politique. Mais il n'y a pas de problème, monsieur le directeur de l'humanité. Nous avons des repreneurs. Nous avons des repreneurs. Tout ça pour vous dire quoi? L'humanité va peut-être disparaître dans les semaines et les mois qui viennent. Mais disparaître sous sa forme actuelle. Et c'est là où l'affaire devient perverse et ultra politique. Mais le titre l'humanité ne disparaîtra pas. Pigasse, demain, il veut racheter le titre l'humanité. C'est un patrimoine immatériel, on le sait, l'humanité. Mais ce n'est pas un problème pour eux. Je vais même vous dire, ne le répétez pas trop dans la fête de l'humanité, Serge Dassault souhaiterait racheter le titre l'humanité. Voilà. Ça en dit vraiment très très long sur l'envers du décor. Alors évidemment, imaginez l'humanité placée sous l'égide d'un Pigasse, pire encore, je ne sais même pas si c'est pire d'ailleurs, d'un Dassault. Voilà. Est-ce encore l'humanité? Serait-ce encore seulement l'humanité? Voilà. Ça en dit long sur le contexte politique. Comme je le disais, c'est plus seulement une bataille. Alors la question, c'est la question citoyenne. Bon, que faire? Aux Amis de l'Humanité, on va lancer une pétition. Je ne vais pas la lire parce que ça n'a pas grand intérêt. On va lancer une pétition pour essayer de contrecarrer cette histoire. Et puis surtout, c'est vous maintenant qui avez la solution. C'est pas seulement nous autres de notre côté. Voilà, donc il faut se mobiliser. Il faut essayer de... Bon, je ne vais pas faire la promotion de la lecture de l'humanité, ça ne servirait à rien ici. Mais quand même, il faut continuer de se battre. Voilà. On apprend même des scoops à la fête de l'humanité. Bon. Je ne sais pas si ce sont des scoops réjouissants, mais bon. Oui, alors évidemment, que faire, vous demandiez, dans l'état actuel des choses? La lutte, elle est sur plusieurs fronts. D'abord, elle est principalement politique, parce que, et ça je crois que Laurent Bauduit et moi sommes d'accord sur ce point, quand des monopoles d'affaires pareils, de ce poids, se sont emparés des médias, on ne défait pas une situation pareille sans l'aide du pouvoir, sans un programme politique, une volonté politique extrêmement forte qui, par exemple, relèverait les seuils anti-concentration dans les médias et empêcherait un actionnaire de ce type, en rapport avec l'État, avec tous les dangers que cela suppose, de racheter plus d'un journal, ce type de mesure-là. Ce type de mesure qui, je le rappelle, était dans le programme du PS dès 2012, et n'a évidemment jamais été appliqué. Moi, j'ai, pendant la campagne dernière,
J'ai parlé avec Patrick Bloch, député PS, qui finalement a été balayé à Paris par le macronisme, qui était le responsable média de la campagne de Benoît Hamon, et qui racontait lui-même qu'il ne croyait absolument pas à ce programme, à son ambition, et que, ma foi, les chartes éthiques et le baratin, les bonnes paroles des actionnaires suffisaient amplement. Voilà. Donc, il y a évidemment un combat politique à mener en ce sens. Je pense, c'est mon point de désaccord, bien sûr, avec Laurent. Je pense que le programme, pendant la présidentielle de la France Insoumise, était l'un des plus intéressants sur ces questions-là. Je laisse de côté la question des rapports interpersonnels entre certains membres de la France Insoumise et les journalistes, qui pour moi n'est pas en fait qui ne m'intéresse pas tellement, qui à mes yeux n'est pas tellement le problème, qui peut effectivement ponctuellement être désagréable, mais que je ne mettrai jamais sur un même plan en termes d'agression que ce que le CAC 40 fait en ce moment à la presse, parce que juste pour terminer sur cette affaire de conférence de Marseille, dégager les médias que je connais de près, puisque j'y étais intervenante, non pas en tant que membre de la France Insoumise, ce que je ne suis pas, mais en tant qu'ayant écrit un livre sur les médias. Si en ce moment des gens sont dégagés dans les médias, c'est plutôt ceux qui s'opposent au CAC 40, vous voyez. Donc c'est un peu compliqué cette histoire aussi. Si vous voulez, des journalistes qui sont les petits factotums zélés du CAC 40 ne peuvent pas prendre prétexte, par exemple, d'une conférence comme ça pour continuer leur travail en réalité antidémocratique au nom des grands principes de la démocratie. Il faut quand même se demander qui défend la démocratie dans cette affaire. Mais je laisse de côté cette question qui nous emmènerait trop loin, qui n'est pas le sujet du jour. Mais enfin, la question, c'est le programme politique et évidemment, il va falloir, même si c'est ce qui vient d'arriver, effectivement, avec l'élection d'Emmanuel Macron est une catastrophe sur la question des médias aussi, comme le rappelait monsieur extrêmement justement, c'est le programme le plus inquiétant sur la question des médias. C'est par ailleurs un candidat qui était extrêmement proche de groupes de médias, à commencer par le groupe de Xavier Niel, qui est un ami personnel, et bien sûr aussi le groupe de Patrick Drahi, et aussi en réalité, via certains liens personnels, le groupe de Vincent Bolloré. Donc il y a ce front-là, il y a le front politique, et là, même si c'est totalement déprimant, même si les plats ne repasseront pas d'ici demain, il faut quand même s'organiser et se battre sur ce front-là. Il y a le front aussi quotidien, et ça on peut s'y mettre dès maintenant. Il faut que chacun prenne conscience de ce qu'il fait quand il consomme de l'information. Parce que de la même façon qu'il y a de la malbouffe, il y a de la malinfo. Quand on a l'impression gratuitement, en surfant sur Internet, de s'informer correctement, il faut savoir qu'on menace l'écosystème de tout un milieu professionnel. Il faut savoir que si vous ne payez pas pour de l'info, quelqu'un paye quelque part pour que vous ayez sous les yeux cette information. Et généralement, cette personne qui paye, c'est un annonceur qui paye, donc un grand groupe, ou c'est un des propriétaires des fameux groupes dont on parlait tout à l'heure, du CAC 40, qui lui va se rémunérer quelque part ailleurs. S'il vous offre ce service gratuitement, c'est qu'il va se servir ailleurs. Généralement, ça prend la forme d'autorisation de l'État et autres rapports de connivence que Laurent Mauduit a parfaitement décrit dans son livre « M'en base sur l'information ». Donc, évidemment, il n'y a qu'un modèle sain pour que la presse réellement démocratique et enquêtée vive, c'est celui qu'a choisi notamment Mediapart, c'est-à-dire de l'information payante. Quand on me dit je ne peux pas payer 5 € par mois pour m'abonner à un site d'information alternative, etc., peut-être, mais c'est le prix d'un café à Paris. Donc il faut savoir, il faut aussi dans le domaine de l'information et des médias, prendre ses responsabilités. Il faut aussi avoir en tête que contrairement à ce qu'on croit,
lorsque vous n'avez accès à l'information que via Facebook, les réseaux sociaux, etc., eh bien les sources, les émetteurs des informations en question, ce sont les mêmes émetteurs que ceux de la presse, entièrement dans les mains des milieux d'affaires. Donc en définitive, vous allez sur toutes sortes de sujets être totalement sous influence, même en ayant l'impression de piocher ici ou là, de contrebalancer la propagande qui est à la société démocratique, ce que la matraque est aux sociétés despotiques, disait Noam Chomsky. Eh bien, c'est pas si facile tout seul dans son coin de lutter contre des flux d'opinion qui vous arrivent comme ça en pleine tête à jet continu, et personne, ni vous ni moi ni personne ne peut se croire plus fort que ça. Donc il faut s'informer, mais il faut s'informer sur ces sources d'information aussi. Donc, que faire, comme dirait l'autre, que faire moi, j'ai la conviction que nous vivons en France une crise de la presse qui est beaucoup plus forte que dans la plupart des autres grandes démocraties. Et si c'est le cas, c'est que la presse est la victime en fait de deux choses. De l'affairisme, dont on a beaucoup parlé, mais aussi du système très français de monarchie républicaine, d'anémie de la démocratie, de bonapartisme, présidentialisme, appelez-le comme on veut. En clair, j'ai la conviction que la presse n'a jamais eu en France la légitimité démocratique qu'elle a eue dans d'autres pays. Je veux dire, clin d'œil au premier amendement américain, dans la naissance de la démocratie américaine. Le premier amendement, la liberté d'opinion, d'expression, est la valeur fondatrice de la démocratie américaine. Dans le système du Second Empire, de la monarchie républicaine ou du gaullisme, dans le système où toute la vie publique est organisée sur le face-à-face entre le monarque républicain et le peuple, tout ce qui s'interpose dans ce face-à-face est illégitime. La presse n'a pas sa place, de la même façon aucun contre-pouvoir n'a de légitimité. Les syndicats doivent être faibles, le Parlement doit être muet ou sans pouvoir, et donc ma conviction, c'est qu'à fortiori en France, une refonte de la presse se fera dans le cadre d'une révolution démocratique ou d'une refondation démocratique. Et donc je pense que l'urgence, c'est d'établir une sorte de GIE démocratique entre les journalistes et les citoyens. Nous en sortirons ensemble. La presse libérera si nous arrivons à refonder la démocratie en France. Et donc je peux vous donner quelques pistes auxquelles je pense pour la presse. Pour la presse, en clair, je pense qu'il y a deux types de mesures. Il y a les mesures d'urgence et les mesures de long terme. Les mesures d'urgence, c'est protéger au plus vite, parce qu'il en va du droit de savoir des citoyens, les protéger des dérives de ce capitalisme-là. Comment ? Par exemple, mesure très simple, octroyer aux journalistes, aux sociétés de journalistes, des droits moraux. Ça veut dire quoi, des droits moraux? Des droits moraux au terme desquels ils doivent approuver la nomination d'un directeur à la rédaction, mais aussi ils ont le pouvoir de le révoquer. Sur quel critère? Un seul critère, l'honnêteté de l'information servie aux lecteurs ou aux téléspectateurs. Ceci devrait valoir aussi bien pour les entreprises privées que pour l'audiovisuel public, pour abriter les journalistes des pressions. C'était les droits moraux, moi je les ai connus au monde, on votait pour le directeur et on avait le droit de le révoquer. C'est un droit démocratique. Autre mesure qui a été évoquée, très urgente, une nouvelle loi anti-concentration. Et la problématique est nouvelle. C'est pas seulement le rappel des vieux combats de la gauche, avec les mesures anti-concentration du premier septennat de Mitterrand. À l'heure du numérique, les dangers sont plus graves et ça implique des nouvelles réflexions. Pourquoi plus graves? Prenez un exemple. À la Libération, il y a des lois qui encadrent la liberté de la presse, et la liberté de la presse, c'est pas seulement la liberté d'écrire, c'est aussi la garantie d'une distribution égale pour tous. Et à l'époque, ça s'appelle la loi Bichet. C'est-à-dire qu'un kiosque ne peut pas choisir les journaux qu'il diffuse. Tous les kiosques doivent diffuser la presse d'information générale, malheureusement aussi beaucoup d'autres.
Mais à l'heure du numérique, observez bien que ce qu'on va vivre sur 15 ans ou sur 20 ans, ça va être une mutation des kiosques papier vers des kiosques numériques. C'est ce que fait par exemple M. Drahi, qui avec tous ses journaux a fait un kiosque numérique pour les abonnés à SFR qui s'appelle SFR Presse. Or, la loi n'implique pas une obligation de distribution. M. Drahi met ses journaux, plus quelques journaux amis qu'il a choisis, La Voix du Nord et Le Parisien. Mais imaginez que tous les opérateurs téléphoniques fassent la même chose, qu'ils choisissent. Ah, vous distribuez la presse d'amis, mais l'UMA, Mediapart, Le Monde Diplo, jamais. Vous voyez l'atteinte à la liberté démocratique que ça représente. Et donc la loi Bichet doit être refondée. Dans le cadre d'une loi anti-concentration, il faut aussi imposer des nouvelles règles aux opérateurs. Je me pose la question par ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts majeurs? Est-ce qu'il est normal qu'un opérateur téléphonique puisse en même temps être propriétaire de journaux? Je ne réponds pas à la question, je trouve qu'au plan démocratique, il faudrait se poser la question. Enfin bon, si je réponds, moi je trouve que non. Quelqu'un qui a les tuyaux ne devrait pas pouvoir décider ce qui passe dans les tuyaux. Mais même question, est-ce qu'il est normal que quelqu'un qui détient la principale, enfin l'une des deux principales régies publicitaires en France, M. Bolloré qui contrôle Havas, est-ce qu'il est normal qu'on détienne une régie publicitaire et en même temps des journaux? Ma réponse est non. Ma réponse est non. En tout cas, il y a beaucoup de débats démocratiques à avoir. Donc ça, c'est pour limiter les dérives. Et puis, il y a l'avenir. L'avenir, je vais vous dire ma conviction, c'est que je pense qu'il faut revenir à l'esprit de la résistance, à l'esprit de la formule du Conseil national de résistance que j'évoquais tout à l'heure, refonder une presse libre et indépendante. Nous, à notre petite échelle, Mediapart, ça a été ça notre ambition, hein, c'est notre publicité mi-moqueuse, mi-arrogante à l'égard des confrères, c'est à Mediapart, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. C'est créer un... La révolution numérique permet cela. Pour créer un journal papier, il faut 30 millions d'euros, il vous faut un mécène, donc vous n'êtes pas libre. Le numérique, c'est une autre économie de système. Et on bascule, ça prendra le temps, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour progressivement que les habitudes, les cultures professionnelles changent, mais le cœur du métier deviendra le numérique. Mais regardez ce qu'on a fait, nous on était des journalistes, sans fortune personnelle, nous étions salariés, nous avons créé notre journal indépendant, avec notre écosystème, on a fixé des règles sociales, l'écart de salaire est de 1 à 4 dans l'entreprise, il n'y a pas de CDD, tout le monde est en CDI, voilà. Bon. L'heure est à cette invention démocratique, refonder une presse libre indépendante, et je vois beaucoup de jeunes confrères, parfois dans la presse régionale, dans les grandes métropoles. Imaginez qu'à Marseille, le seul grand journal, La Provence, est détenu par quelqu'un qui est mis en examen pour escroquerie à bande organisée. Bon, je me dis, et je pense à mes confrères de Mars Actu, petit journal indépendant sur Internet. Dans toutes les grandes régions, il devrait y avoir cette ébullition démocratique, refondons une presse. Mais on la refonde comment? Je vais vous dire, par exemple, nous à Mediapart, notre ambition pour les fondateurs, dont je suis, c'est de transmettre le journal à l'équipe. Mais dans une formule pérenne. On voudrait que ce soit, non pas une société anonyme, qu'un jour un capitaliste pourrait acheter si on est en difficulté, on voudrait que ce soit une sorte d'ONG à but citoyen informatif, que ce soit inachetable, inopérable, sous une formule, par exemple, de fondation. Voilà. Mais sauf qu'en France, la loi fait qu'une fondation ne peut pas avoir une vocation lucrative. Et donc, il n'y a pas de statut juridique. Nous, on plaide, inventons un statut, par exemple, de société citoyenne de presse, dans lequel les citoyens pourraient amener de l'argent avec une défiscalisation, de la même façon que quand vous donnez de l'argent à, je ne sais pas, à la Croix-Rouge, vous avez une défiscalisation. Inventons un statut juridique où les citoyens peuvent amener une aide citoyenne et où les journalistes soient protégés. En clair, et je termine juste, il y a ce GIE démocratique à former. Pas seulement pour défendre le droit de la presse, c'est qu'à l'heure du numérique, je pense que le droit de savoir des citoyens pose des questions encore plus larges que ça. Donc s'il y avait une grande réforme du droit de savoir, il y aurait à prendre pas seulement des mesures sur la presse, des mesures pour améliorer le droit de savoir à l'heure du numérique. Je donne juste une illustration pour conclure. Prenez par exemple cette disposition qui a été inventée aux États-Unis, qui est le Freedom of Information Act 66,
c'est le contexte de la guerre du Vietnam, les citoyens ont le droit d'avoir accès aux documents administratifs. Cette législation a progressé dans le monde entier. En Suède, maintenant, un citoyen de manière anonyme peut demander un document administratif. Ça a encore progressé en Islande, dans le cadre de la révolution démocratique islandaise, générée par la crise financière majeure que ce pays a vécue. Maintenant, un citoyen en Islande peut demander un document de manière anonyme, y compris sur une entreprise privée, dès lors que l'entreprise privée est sous contrat ou aidée par l'État. En clair, c'est l'application de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme. Tout citoyen a le droit d'avoir le contrôle de l'usage des fonds publics. Je rêve, moi, d'une grande réforme démocratique, défendant la liberté de la presse et défendant plus généralement le droit de savoir des citoyens. Olivier Lancelin disait tout à l'heure que c'est dans le programme de Mélenchon à la présidentielle qu'on trouvait les meilleures propositions pour réformer la presse dans le sens que nous voulons. Je partage totalement, d'autant plus que les propositions qui sont restées dans le programme de Mélenchon étaient celles qui étaient beaucoup plus longuement développées dans l'Humain d'abord en 2012, qui reprenait ce programme lui-même, les propositions que nous avions formulées à la commission média du parti depuis une douzaine d'années, enrichies par toutes les organisations syndicales, et que vous retrouvez d'ailleurs toujours sur le site du parti. C'est pour une réappropriation populaire des médias. Et quand on lit ces mesures qu'on avait élaborées il y a une quinzaine d'années, on se dit qu'elles sont toujours valables aujourd'hui. Elles reprennent d'ailleurs la plupart des choses que proposait Laurent. Petite exception près, bon, d'abord à Marseille, il n'y a pas qu'un seul grand journal, il y en a un autre, c'est la Marseillaise, qui comme l'UMA malheureusement, et heureusement, c'est la seule région de France où il y a encore 2 journaux qui développent des appréciations, des angles et des idées différentes. Et pourtant, la Marseillaise encore plus, moi je viens de cette région, la Marseillaise encore plus que l'UMA risque de fermer beaucoup plus vite, puisque on se demande si elle passera à la fin de l'année. Donc c'est important. Et pourquoi c'est important? Moi, quand j'étais rédacteur en chef d'une station régionale de France 3, j'arrivais le matin, la première chose que je faisais, c'était je lisais l'UMA. Et donc quand j'arrivais à la conférence de rédaction, l'UMA sous le bras, parce que ça devait être une des rares rédactions régionales où il y avait un lecteur de l'UMA, parce que je peux vous dire que dans les rédactions nationales de France 3, de France 2, les UMA qui arrivent, elles ne sont même pas dépliées le matin, ce qui explique certaines choses. Et les copains de la rédaction me disaient, t'as pris ta piqûre de rappel ce matin? Ouais, l'UMA c'est la piqûre de rappel. Moi je dis 2 canards le matin en priorité, l'UMA et le Figaro. Je suis désolé parce que dans le Figaro il y a de très bonnes rubriques, et quand on veut combattre ses adversaires, il faut lire aussi leur presse. Donc imaginez-vous que l'UMA n'ait pas existé. Personne aujourd'hui, ou en tout cas peut-être avec beaucoup de retard, n'aurait su que notre ministre du Travail s'était enrichi avec 1 million d'euros après avoir fait un plan social chez Danone. Et il a fallu 2 jours aux chaînes publiques, dans mon ancienne société France Télévisions, pour enfin dire que Mme Béricaud avait gagné 1 million d'euros. Il aura fallu 2 jours, alors que c'était déjà sur BFM et sur les autres sites, Mediapart aussi la veille. Donc c'est important, la présence de l'UMA, vraiment. Mais ce qui est important aussi, alors il y a la mobilisation des lecteurs, des auditeurs et des téléspectateurs, mais la mobilisation des salariés, elle est essentielle. Aude disait tout à l'heure aussi que c'est ceux qui combattent le plus les orientations actuelles de la presse dominante qui se font éjecter. Je raconte dans mon bouquin comment le 11 mai 81 au matin, dans toutes les stations régionales de France 3, les journalistes, et là j'ai encore un petit désaccord avec Laurent, les journalistes et les techniciens ont pris le pouvoir dans toutes les rédactions de France. C'est-à-dire qu'on est arrivé, moi j'étais rentré en 78 à la télé, on était arrivé le 11 mai au matin, c'était une directive syndicale. On a dit partout au rédacteur en chef qui avait pendant des années censuré, que ce soit De Gaulle, Pompidou, un peu moins sous Giscard, mais quand même. Et on a dit au rédacteur en chef, aujourd'hui c'est pas toi qui fais le journal, c'est nous, les journalistes et les techniciens. Et quand tu disais tout à l'heure, il faudrait un droit de veto aux sociétés de journalistes, là on a un tout petit désaccord, mais c'est en débat. Nous, les propositions qu'on fait, c'est qu'il n'y ait pas que les journalistes. Alors je sais que dans cette profession très corporatiste, ça passe très mal qu'on dise que les techniciens, les ouvriers du livre, dans mon secteur, les techniciens de l'audiovisuel, les sondiers, les monteurs, puissent avoir leur mot à dire sur le contenu de ce qu'ils fabriquent avec les journalistes.
Ça passe très mal. Nous, on serait pour qu'il y ait un droit de veto des comités d'entreprise sur la nomination, effectivement, du directeur de la rédaction. C'est pas gagné, c'est pas la veille d'être gagné. Bon. Ce que je voudrais dire aussi par rapport aux résistances, après avoir évoqué le 11 mai 81, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça a duré 6 mois durant lesquels on a pris le pouvoir. Le boomerang est vite revenu par la suite. Mais je pense qu'on va avoir affaire avec Macron à une attaque sans précédent sur la presse. D'abord par la réforme du Code du travail, puisque notre profession va être directement impactée par la fin de la hiérarchie des normes. Dans notre convention collective, nous on négocie les minima salariaux, les augmentations salariales par type de presse, les quotidiens nationaux, les quotidiens régionaux, les magazines. Avec la négociation dans les entreprises, c'est terminé, c'est fini. Les CDD qui vont être admis pour beaucoup plus longtemps, les fameux contrats de chantier. Savez-vous comme dans le bâtiment, on propose aujourd'hui dans la presse magazine des contrats de chantier à des journalistes. Et ça va rentrer dans la réforme du Code du travail. Je ne parle pas des indemnités prud'homales, nous on va en prendre plein la gueule parce que par nos combats on avait obtenu quand même des indemnités prud'homales décidées par des magistrats, mais avec les syndicats de journalistes et tout, c'est terminé avec tout ça. Mais le plus grave je pense, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure d'une bonne manière provocatrice que faut-il dégager la presse, moi ça m'allait pas, parce que on a rarement vu durant cette campagne, d'une part, et pas seulement par Marine Le Pen, Fillon et puis Jean-Luc aussi, faire huer les journalistes. Il ne faut pas les faire huer les journalistes. En 2012, je faisais partie de la garde rapprochée de Jean-Luc, à l'événement du parti. Je travaillais sur les médias avec lui. Et j'étais en même temps secrétaire de la SNJ-CGT de France Télévisions. J'avais tous les matins des confrères qui m'appelaient pour me dire ça commence à nous casser les pieds, tu ne peux pas lui dire qu'il arrête de confondre les patrons et les soutiers qui sont sur le terrain et qu'il arrête de nous envoyer balader. Pas facile. Et là, durant cette campagne, Castaner d'abord, qui demande le 28 juin que les journalistes arrêtent d'affaiblir Madame Perico, justement après la révélation de l'IMA et des 1 million d'euros empochés. Castaner qui se permet de dire aux journalistes arrêtez d'affaiblir Madame Perico. Macron qui en rajoute une couche à Versailles quand commence à sortir les révélations sur Ferrand et qui dit qu'on viole le secret de l'instruction. Mais en permanence, on viole le secret de l'instruction. Si on ne faisait pas ça, il n'y aurait pas d'information, uniquement celle des communicants. Pérou qui appelle le patron de Radio France, qui commence à enquêter sur les affaires qui touchent le modem, et qui demande au patron de Radio France d'arrêter. L'AFP qui a l'information que sort le Canard enchaîné avant que le Canard la sorte sur l'affaire Ferrand. Et la direction France de l'AFP qui estime que les magouilles de M. Ferrand ne valent pas une dépêche de l'AFP, quand on sait que tous les journaux reprennent les dépêches de l'AFP. Donc je pense que, à la fois sur la réforme du Code du travail, à la fois sur la Cour, puis Macron qui interdit à ses ministres de parler à la sortie du Conseil des ministres aux journalistes qui sont dans la Cour, du jamais vu. Donc je pense qu'il va y avoir à la fois nécessité, pour terminer, de mobilisation, bien sûr, entre lecteurs, auditeurs. Pendant toutes les années de la fête, chaque fois on dit il y en a ras-le-bol, on parle jamais du parti, on parle jamais du mal dans la revue de presse, y compris dans l'audiovisuel public, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, sincèrement, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. On a tout essayé, les manifs, les rassemblements devant les sièges de Radio France, de France Télé, les invasions de plateau à une époque. Le mieux, c'est encore, sincèrement, c'est d'appeler le jour. Quand vous estimez que les journalistes n'ont pas fait leur boulot, vous les appelez par téléphone, on ne vous les passe souvent, ou vous envoyez un mail, ou vous vous adressez au médiateur. Ça ne va pas changer le paysage, mais ça aidera peut-être ces fameux journalistes, parce qu'il y en a beaucoup plus. C'est pour ça que ça m'énerve le dégagisme des médias. Il y a des journalistes qui se battent au quotidien dans les rédactions. Moi, à France Télévisions, et les copains de France 3 Ivoise, de la direction des fermés, ils sont en grève. On a déposé, enfin, mes successeurs ont déposé à la retraite, ont déposé un préavis de grève pour le 21, pour être dans la rue aux côtés des salariés de la CGT sur la réforme du Code du travail. Donc, il y a des gens qui se battent. Il y en a de moins en moins à cause de la précarité, 30% de précarité dans la profession. Et quand j'ai été rédacteur en chef, moi ça m'est jamais arrivé de ne pas reconduire un CDD parce qu'un journaliste il contestait mes décisions en conférence de rédaction. Mais c'est au quotidien malheureusement que c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, mobilisation des lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, mais surtout mobilisation en interne des journalistes et de tous ceux qui concourent à la fabrication des journaux, qu'ils soient radio, télévisés ou écrits. Le journalisme, c'est un bien précieux.
Et la liberté de la presse en République, ça devrait être sacré. Je partage beaucoup de choses qu'a pu dire Laurent Mauduit. Bon, simplement je suis probablement plus pessimiste que lui sur les moyens d'y parvenir. Une loi anti-concentration, bien sûr. D'ailleurs, à ce propos, comme quoi, je ne résiste pas à l'envie de vous lire ce que les journalistes des Échos avaient produit comme texte, comme motion, au moment où Arnaud voulait racheter le journal. Écoutez, c'est les journalistes des Échos qui écrivent ça. Je ne résiste pas au plaisir de vous le lire, parce que, en effet, je pense qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur le journalisme en général, et les journalistes en particulier. Dans aucun grand pays capitaliste au monde, ce sont les journalistes des Échos. Hein. Le principal quotidien économique n'est possédé par la première fortune locale, par un groupe gérant des dizaines de marques et l'un des plus importants annonceurs de la place. Voilà. Les journalistes des Échos, inutile de vous dire qu'on ne partage pas tout à fait les mêmes idées sur l'avenir du monde et l'économie globalisée, mais ils avaient quand même produit ce document. Bah, depuis, Arnaud, non seulement il a croqué les Échos, mais il a croqué le Parisien. Moi, je voulais vous dire une chose assez simple, en fait. Et elle est assez tragique. Elle est assez tragique. Parce que là, on est sur une tribune, mais il faut quand même la jouer cash. Il faut avoir un langage de vérité. Et je le dis d'autant plus massivement que ce langage de vérité, vous devez le partager et en faire écho. Nous avons perdu la bataille culturelle, au sens gramscien du terme. Entendez bien ce que je vous dis. Vous l'avez perdu, nous l'avons perdu, cette bataille culturelle. Regardez ce qu'on se prend dans la gueule, pour parler vulgairement, depuis 30 ans. Tout n'est pas venu par hasard. Aujourd'hui, le combat pour le pluralisme et la démocratie de la presse est perdu. Pour l'heure, je ne dis pas que c'est fatal, mais c'est assez perdu. Décrire le monde, c'est déjà vouloir le changer, disait Sartre. Le journalisme, c'est un lieu de transmission, d'information. On se construit, quoi donc? Parce que c'est le point central. On se construit toujours une pensée, plus ou moins engagée, mais toujours une pensée. La bataille de la pensée, aujourd'hui, elle est stratégique. Ils l'ont bien compris. Elle est absolument stratégique. Ce qui est en train de se développer, c'est une sorte de partage très inéquitable entre une information low cost, j'aime pas les anglicismes, mais c'est la vérité, pour le dire vite, destinée à la masse, dont vous êtes, dont nous sommes, avec des journaux gratuits ou affiliés, soumis, des chaînes à gogo, parce que c'est ça le paysage aujourd'hui. C'est pas seulement la presse écrite, c'est des chaînes à gogo, avec un flux continu. Laissez au tout venant, regardez BFM, vous regardez BFM, vous regardez les chaînes d'information. Qu'est-ce qui se produit dans ces chaînes d'information? C'est ce que Jean Ferrat avait dénoncé au début des années 90 dans l'une de ses chansons sur TF1, à propos de TF1. Il y a de la pluralité, mais bien sûr, ça nous fait mal au ventre de l'admettre. Il y a de la pluralité. Il y a quelques journalistes de l'Humanité maintenant qui sont invités, Patrick Appel-Muller, etc. On a les 5 minutes de pluralité, et le reste, c'est ce que j'appelle le tout venant. C'est ça notre quotidien. Ce sont donc des médias audiovisuels qui ne fouillent guère l'information, ne déconstruisent rien. Ça, c'est l'option générale. Et de l'autre, à quoi allons-nous assister? Eh bien, nous allons aller de plus en plus vers des sortes de lettres d'information réservées à une population CSP+, comme on dit. Je déteste cette expression. Elle m'horripile. CSP+, vous voyez? Ça vous concerne pas, ça nous concerne pas. Enfin, moi, ça me concerne pas. L'enjeu aujourd'hui, donc, c'est pas tant la disparition ou l'existence d'une presse indépendante. Je parle même pas de presse libre, parce que c'est encore un autre débat. Mais quelle presse indépendante et au service de quelle information quotidienne deviendra-t-elle, comment dire, un instrument de ségrégation de l'information? Il faut oser l'expression. Ce qu'on peut nommer, moi ce que je nomme l'infobésité. Ouais, j'ai inventé ce mot, l'infobésité, parce que
C'est ça ce à quoi nous sommes soumis quotidiennement. Ou au contraire, connaîtra-t-elle une renaissance, ce que propose Laurent, permettant aux citoyens d'assumer pleinement leur rôle? Je le disais tout à l'heure, c'est plus seulement une question de pluralisme, c'est donc une question démocratique et donc une question politique. Ça a été évoqué, je partage ce qui a été dit. Face à l'offensive culturelle, parce que, encore une fois, c'est une bataille culturelle. Il nous faut donc une insurrection culturelle. Voilà. L'insurrection culturelle, ne nous mentons pas, encore une fois, ayons un langage de vérité. Elle viendra des journaux dans lesquels on arrive encore un peu à résister. Il y a l'Humanité, il y a Mediapart, il y a un peu La Croix, il y a Politis, il y a Charlie Hebdo, etc., etc. Mais ça se restreint, on voit très bien que ça se restreint énormément. Donc le journalisme, c'est aussi une affaire de culture. C'est une affaire de culture. Et pour finir, j'ai une formule assez simple. Et c'est pour dire à quel point le journalisme est important. Ce qu'une culture tient pour sacré peut se définir d'une simple formule. C'était une formule d'Aimé Césaire. La culture, c'est ce qui n'est pas à vendre. Voilà. Le journalisme aujourd'hui, il est en train d'être vendu. Il nous reste un petit quart d'heure. Peut-être qu'on peut prendre 3-4 questions dans le public. Je voudrais intervenir un instant. Le problème n'a pas été évoqué. Que vont devenir nos étudiants qui sortent des écoles de journalisme, hein, et quelle est leur perspective? Alors je vais vous apporter un message personnel. J'ai une petite fille assez brillante qui avait été reçue deuxième à l'entrée de l'école de journalisme de Villeneuve d'Ascq, une des principales écoles de France. Et elle a appris à l'intérieur de cette école qu'il y avait le challenge de Radio France. Au bout d'une semaine, ma petite fille est championne de France. Bien. Alors, récompense, écoutez-moi bien. Un CDD d'un an à Radio France. Un CDD. Alors donc, elle exerce ses capacités à l'intérieur de ce poste, et entre 10h30 et 11h, c'est elle qui a le micro, et bien. Au terme de cette année de CDD, elle est convoquée, et puis on lui dit, on est très content de vos services, vous avez fait du bon travail, mais on ne peut pas vous embaucher, on en met trop dehors en ce moment. Voyez-vous à quel point on en est arrivé. Hein, on invite nos enfants à poursuivre brillamment leurs études pour avoir un emploi, et puis ils ont un CDD, et même quand on est champion de France, on est mis KO. Alors donc maintenant, eh bien, elle est secrétaire du premier journal japonais à Paris. Alors, j'en terminerai par cette anecdote qui en dit long et qui résume tout. Elle dit, tu sais, papé, il m'a fallu apprendre à savoir marcher sur des œufs. Ma première préoccupation syndicale, c'est peut-être pour ça qu'on a fait le premier syndicat à France Télé chez les journalistes, c'était d'empêcher que les CDD comme monsieur, à la fin de le CDD, soient éjectés des tableaux de service pour être remplacés par d'autres. Je pense que j'ai dû, puisqu'on avait encore des commissions paritaires à France Télévisions, on discutait des recrutements des gens dans la société. Je pense que j'ai dû faire recruter en 10 ans 400 ou 500 CDD qui avaient à Brest. Le lendemain, un autre jour à Nice. Puis le surlendemain, un autre jour à Marseille ou à Nantes. Et récemment, vous avez une journaliste qui a attaqué. Alors moi, j'attaque pas devant les tribunaux, c'est pas la peine. Quand on a un rapport de force avec les tauliers, quand on a un syndicat qui se bouge, c'est pas la peine. Et quand on a des gens dans des rédactions qui empêchent que leur CDD dont ils sont satisfaits soit viré des plannings, c'est ça qui est le plus efficace. Il y a une nana qui vient d'attaquer les journalistes, pardon, excusez-moi, le sudiste qui revient. Il y a une journaliste qui vient d'attaquer France Télévisions, comme beaucoup le font d'ailleurs parce qu'ils ne veulent pas passer par les syndicats. Elle avait accumulé 157 CDD. Et moi, je peux vous dire que tous leurs CDD étaient mauvais. La plupart des recrutements qu'on a arrivé à imposer, c'est parce que l'objet du CDD n'était pas bon. Et bien maintenant, avec les fameux contrats de chantier de Macron, ça va être encore plus terrible. Et malheureusement aujourd'hui, même parmi les 14 écoles de la profession reconnues, on ne veut plus en reconnaître, puisque c'est à la fois la reconnaissance des patrons et des syndicats pour être reconnus. On ne veut plus parce que
Sans compter toutes les boîtes privées pourries qui vous demandent 6 000 € par an pour former les journalistes, on en forme trop par rapport aux besoins, malheureusement. Donc ils se retrouvent au chômage, 7, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans en CDD. Et comme le disait Aude dans tout début, effectivement, on attribue des cartes de presse aujourd'hui à des journalistes avec des demi-suites par mois. Donc c'est la plus belle profession du monde, mais il faut beaucoup souffrir malheureusement aujourd'hui pour pouvoir y rester. Je ne peux qu'abonder dans la description de ce désastre. Il y a un site américain de ressources humaines qui s'appelle CareerCast qui a élu en 2016 le journaliste comme la pire profession en termes de sécurité de l'emploi, perspective de carrière, conditions d'exercice psychologique, etc. Donc, comme en plus on a toujours 10 ans de retard, voire 20 ans de retard sur les États-Unis, ça nous permet de mesurer que l'horizon qui s'annonce en France est bouché dans ce métier pour très longtemps. Tant que ce type d'employeur aura comme ça les pleins pouvoirs et que ce chantage à la précarité s'exercera, on n'en est pas sorti. Oui, pour moi c'est un crève-cœur comme monsieur de voir que les écoles de journalistes ne désemplissent pas, que ce métier, et on peut le comprendre, fait toujours autant rêver toutes sortes de jeunes, d'étudiants, et qu'il y aura très très peu d'élus tant que nous ne nous battrons pas pour débloquer et non dégager les médias. C'est de notre responsabilité en tant que citoyens, citoyennes, de faire c'est un choix. Il faut payer, je pense, l'information, parce que comme ça, voilà. Et pour moi, c'est une volonté, c'est un choix, comme d'aller au cinéma, comme d'aller au théâtre. Et merci pour vos interventions. Vous dites, c'est évidemment pour moi journaliste, j'imagine qu'on est contraire et qu'on sort aussi assez chaleureux. Et comme on a tenu un propos assez dépressif quand même, hein, vous adressez un paysage très liberticide d'une presse sous tutelle. Moi, c'est mon motif d'optimisme. C'est que si je vous raconte en quelques mots notre aventure Mediapart, quand on a démarré en 2008, en faisant un choix qui était de dire nous n'aurons comme financement que ce que nos lecteurs nous donneront. Donc pas de subvention, pas de pub. Tout le monde a dit mais vous êtes des fous furieux. En plus Internet c'est gratuit, c'est des formats courts, c'est pas des longues enquêtes comme vous faites, vous êtes fous. Le résultat, pas encore 10 ans, mais bientôt 10 ans après, je dis ça c'est immodeste, mais c'est un succès économique majeur. C'est une bonne nouvelle, pas seulement pour Mediapart, c'est une bonne nouvelle pour toute la presse. Pourquoi je dis ça? C'est que on dépasse 146 000 abonnés maintenant. On a les jours de grosse actualité, parfois 800 000, 900 000 visiteurs libres par jour. Et si je dis que c'est une bonne nouvelle, pas seulement pour Mediapart et pour tout le monde, c'est dès lors que vous faites de la qualité, dès lors que vous faites de l'enquête, dès lors que vous donnez aux citoyens les moyens de se forger par eux-mêmes leur opinion, les citoyens sont au rendez-vous. Et si je dis ça, c'est que la presse, parfois, en tout cas la grande presse, a vécu dans l'idée qu'on vivait une crise de la demande, que les citoyens ne veulent plus acheter. Non, ma conviction, c'est que pour une part, on vit une crise de l'offre. Il y a une dégradation qui a été décrite par les confrères de l'offre. Je veux dire, le journalisme à la BFM, le flow, le flux au lieu de la pertinence, l'information googlisée, aseptisée, les citoyens savent ce que c'est. Ils en ont marre. Ils se disent sans arrêt, mais ça je l'ai vu ailleurs, ça c'est encouffouré, le coup tordu. Dès lors que vous amenez de l'enquête, des faits nouveaux, les citoyens sont au rendez-vous. C'est pour ça que je me dis que on est dans une époque, ce qui n'empêche pas qu'il y ait le poids du passé, le legs des difficultés, je connais celle de l'humain, mais on est dans une époque où il y a des petites lumières d'optimisme. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut que la presse, les journalistes citoyens s'appuient sur les citoyens. C'est de ce côté-là qu'aura lieu la refondation.
Dites, c'est évidemment pour moi journaliste, j'imagine pour mes confrères et consoeurs aussi assez chaleureux. Et comme on a tenu un propos assez dépressif quand même, hein, vous adressez un paysage très liberticide d'une presse sous tutelle, moi c'est mon motif d'optimisme. C'est que si je vous raconte en quelques mots notre aventure Mediapart, quand on a démarré en 2008, en faisant un choix qui était de dire nous n'aurons comme financement que ce que nos lecteurs nous donneront. Donc pas de subvention, pas de pub. Tout le monde a dit mais vous êtes des fous furieux. En plus Internet c'est gratuit, c'est des formats courts, c'est pas des longues enquêtes comme vous faites, vous êtes fous. Le résultat, pas encore 10 ans, mais bientôt 10 ans après, je dis ça c'est immodeste, mais c'est un succès économique majeur. C'est une bonne nouvelle, pas seulement pour Mediapart, c'est une bonne nouvelle pour toute la presse. Pourquoi je dis ça? C'est que on dépasse 146 000 abonnés maintenant. On a les jours de grosse actualité, parfois 800 000, 900 000 visiteurs libres par jour. Et si je dis que c'est une bonne nouvelle, pas seulement pour Mediapart et pour tout le monde, c'est dès lors que vous faites de la qualité, dès lors que vous faites de l'enquête, dès lors que vous donnez aux citoyens les moyens de se forger par eux-mêmes leur opinion, les citoyens sont au rendez-vous. Et si je dis ça, c'est que la presse, parfois, en tout cas la grande presse, a vécu dans l'idée qu'on vivait une crise de la demande, que les citoyens ne veulent plus acheter. Non, ma conviction, c'est que pour une part, on vit une crise de l'offre. Il y a une dégradation qui a été décrite par les confrères de l'offre. Le journalisme à la BFM, le flow, le flux au lieu de la pertinence, l'information googlisée, aseptisée, les citoyens savent ce que c'est. Ils en ont marre. Ils se disent sans arrêt, mais ça je l'ai vu ailleurs, ça c'est encoufouré, le coup tordu. Dès lors que vous amenez de l'enquête, des faits nouveaux, les citoyens sont au rendez-vous. C'est pour ça que je me dis que on est dans une époque, ce qui n'empêche pas qu'il y ait le poids du passé, le legs des difficultés, je connais celle de l'humain, mais on est dans une époque où il y a des petites lumières d'optimisme. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut que la presse, les journalistes citoyens s'appuient sur les citoyens. C'est de ce côté-là qu'aura lieu la refondation. Je suis d'accord et pas d'accord. Sur un point, cher Laurent. Sur un point. La puissance publique, l'État est garant de la démocratie et du pluralisme. L'aide aux faibles, les aides à la presse pour les journaux à faibles ressources publicitaires est donc un acte de démocratie et de pluralisme. Ça, c'est le premier point. Mais ce n'est pas un désaccord. Je pense que moi, je plaide pour une refondation des aides différentes. Absolument. Je pense qu'on serait d'accord si on prolongeait le débat entre nous. Bien sûr. La presse écrite est un bien public. Et en ce sens que l'État active quelque chose pour soutenir précisément ce petit bout de démocratie est quelque chose d'absolument fondamental de mon point de vue. Après, je vais profiter qu'on soit à la fête de l'humanité et encore une fois, je vais jouer carte sur table sur la question de la publicité. Moi, ça me va très bien. Moi, franchement, la manière dont a été lancé Mediapart, je signe à 100%, j'ai aucun souci. Nous sommes des amis, on fait des choses aux Amis de l'Humanité en partenariat en permanence avec eux, etc. Donc j'ai pas de problème. Mais la question publicitaire concernant le journal de l'Humanité, par exemple, est une drôle d'histoire. Parce que qu'est-ce que c'est que la publicité, pour ne parler que de la presse écrite? Est-ce que vous y réfléchissez de temps en temps, chers citoyens? Est-ce que quand vous mettez 30 litres d'essence chez Total, vous savez qu'il y a 0,53 € qui, de fait, par la société Total, ira directement au budget de communication. Vous payez la publicité tous les jours en consommant. Tous les jours, quand vous achetez chez Danone, chez Nestlé, chez Total, etc. Vous la payez la publicité. C'est vous qui la payez. Et en plus, vous payez la TVA. Double peine. Au nom de quoi, vous, il y a des lecteurs de l'Humanité ici, au nom de quoi, vous, qui payez la publicité en consommant, au nom de quoi l'Humanité ne devrait pas avoir de la publicité de Total, alors que ce sont les citoyens qui payent la publicité en les faisant vivre?
Je vous pose la question. Je n'ai pas de réponse tranchée. Je sais qu'on a le débat même dans les rédactions à l'humanité. Mais réfléchissez-y quand même. Au nom de quoi?